Hop. Donc bonjour à tous, on va commencer cette conférence. Je me présente, je m'appelle Magdalene Richard. Je suis nouvellement arrivée à la Ruche, chargée de communication et responsable de la programmation des conférences déjeuner. Alors pour des raisons sanitaires que vous connaissez tous, une poignée d'entre vous est ici avec nous et vous êtes pour la plupart à distanciel. Cette intervention va être enregistrée, donc n'hésitez pas à couper vos micros pour éviter tous les bruits parasites et à couper aussi également votre vidéo si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay. Concernant les questions que vous auriez pendant la conférence, n'hésitez pas à les formuler sur le chat. Il y a une petite bulle qui est prévue à cet effet directement sur votre écran. Donc n'hésitez pas, on fera un moment questions-réponses en fin de conférence. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Verquin. Donc Benoît Verquin est référent technique en fabrication additive pour le groupe CETIM. Et Benoît aujourd'hui vient de nous parler de l'impression 3D et nous expliquer comment elle fonctionne, les procédés, les matières que l'on peut utiliser, les usages industriels et surtout les bonnes manières d'implémenter cette solution. Si effectivement l'impression 3D peut nous paraître familière, est-ce qu'on connaît vraiment tous ses potentiels et tous ses secrets? Pour cela, Benoît, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler effectivement d'impression 3D ou la fabrication additive dans différentes dimensions, que ce soit technique, économique ou industrielle. Alors, avant ça, quelques mots sur le CETIM. Le CETIM, c'est un centre technique pour l'industrie mécanique française. Donc, ces missions sont d'apporter aux entreprises des moyens, des compétences pour promouvoir le progrès technique. Donc, on fait le lien entre la recherche et l'industrie et généralement, donc, on débute nos actions à partir d'un TRL3 pour ceux qui connaissent l'échelle des TRL. Donc, il s'agit des preuves de concept jusqu'à un TRL 9 où je dirais la qualification et l'industrialisation des fabrications. Alors, notre activité repose sur deux piliers. Un premier destiné à nos 6500 cotisants au CETIM, où on réalise pour nos cotisants des études de R&D pour les accompagner justement dans ce développement technologique. Et aussi, en parallèle, on a une activité de prestation, de B2B classique vers des clients divers et variés. Donc, pour ça, donc, le CETIM s'appuie sur des centres qui sont répartis, on voit ici, sur la France. Personnellement, donc, moi, je suis basé ici sur le site de Saint-Étienne, mais aussi donc, pour accompagner notre développement, on a maintenant donc, des centres en Afrique du Nord, notamment à Casablanca, et aussi en Asie, à Singapour. Alors, concernant la fabrication additive, on dispose de 4 plateformes. Une première qui est basée à Saclay, qui est orientée vers les secteurs de l'aéronautique, de l'énergie. On travaille sur des projets de R&D avec des partenaires industriels, mais aussi avec des acteurs académiques sur 2 types de technologies. La première, c'est la fusion laser sur lit de poudre. Et l'autre technologie, c'est du WAM pour Wire Arc Additive Manufacturing. C'est en fait un dérivé du soudage pour fabriquer en 3D des pièces. Ensuite, une plateforme dans le centre de la France à Bourges qui est orientée sur des activités d'aéronautique et de défense, principalement sur la technologie de fusion laser. Et enfin, donc 2 plateformes ici en Rhône-Alpes, une basée à Cluses, une à Saint-Étienne, où on va travailler sur ces 2 plateformes sur des technologies que je vais décrire là tout à l'heure dans mon exposé, le metal binder jetting et aussi une technologie récente de dépôt fil plus frittage. Et sans oublier aussi de la fusion laser où on développe des applications spécifiques pour différents secteurs.
Alors, notre activité, elle n'est pas basée uniquement centrée sur le procédé en lui-même, elle est basée sur l'ensemble de la chaîne de valeur du procédé, que ce soit de la conception jusqu'au le contrôle des pièces. Et pour ça, donc, on travaille sur différents thèmes. Le thème de la recherche avec nos plateformes de R&D, où on accompagne les industriels, on partage les moyens pour aider aussi au développement de leur application. Donc souvent au travers de projets multipartenaires, des développements aussi sur des matériaux, sur les nouvelles technologies sur lesquelles on travaille, accompagnement au développement d'applications en fabrication additive, avec donc qui va de l'étude de faisabilité, le développement des applications par l'optimisation, la conception, le choix des technologies, et puis un accompagnement jusqu'à l'industrialisation, où on va mettre en œuvre, en fait, sur l'application qui a été développée, les bons procédés, ou intervenir aussi sur des applications existantes pour réaliser un certain nombre de contrôles, d'analyse du process, et sans oublier aussi la notion de qualification qui est importante. Et enfin, un item formation sur des formations personnalisées, qui peuvent être personnalisées ou collectives. Alors, aujourd'hui, j'axerai en fait mon discours sur la fabrication additive, mais la fabrication qu'on va appeler fabrication directe, parce qu'il y a différents usages de la fabrication additive. Si je mets en opposition en fait la réalisation de prototypes, je vais parler de cette fabrication additive qui permet de fabriquer des objets qui vont correspondre à un cahier des charges fonctionnel. Alors, ce qui caractérise la fabrication additive aussi, c'est la diversité de procédés. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de procédés qui permettent de fabriquer d'une façon itérative un objet 3D à partir de ces données CAO, et souvent on met par opposition à la fabrication type soustractive, donc par usinage. Donc dans l'exposé, je vais essayer d'orienter, de répondre à certaines questions. Donc déjà, les applications, quels sont les potentiels techniques industriels de la fabrication additive, les aspects économiques, et puis voir un petit peu quelles sont les démarches à mettre en œuvre pour pouvoir utiliser, intégrer ce type de technologie. Alors, même si je vais axer en fait la présentation sur la fabrication additive métallique, quelques exemples marquants, parce que c'est aussi la fabrication additive, c'est beaucoup de procédés différents, mais aussi c'est une variété, une multitude de matériaux. Alors ici, sur cette planche, j'ai choisi un exemple marquant à chaque fois sur un matériau et qui soit aussi varié pour montrer toute l'étendue de la fabrication additive. Premier ici, par exemple, en polymère, ce sont des petites brosses de mascara que produit la société AirPro pour la société Chanel. Et c'est une application aujourd'hui qui est fabriquée à plusieurs millions d'exemplaires en fabrication additive. Donc c'est assez marquant. Ici en métal, on voit une hélice. C'est une hélice de bateau, d'un dragueur de mine. C'est une application qui a été développée par Naval Group. Donc ici, le diamètre de l'hélice fait 2,50 m. Chaque pale pèse à peu près 200 kg, fabriquée en cupro-aluminium par une technologie que j'évoquais tout à l'heure, le WAM. Et aujourd'hui, donc, c'est une innovation puisque Naval Group a réussi donc à mettre en place toutes les démarches pour qualifier, pour produire sur ce type d'application, bien sûr sur des composants qui sont bien sûr sensibles et très fortement sollicités. Autre exemple d'application, donc la céramique aussi, la fabrication additive travaille aussi sur la céramique. Ici, c'est une application en fait pour des antennes satellites avec le fournisseur de machines qui était français à la base, 3D Ceram, et puis une start-up, Anywave, qui développe ce type de système. Alors, c'est aussi
du génie civil maintenant, puisque ici on voit des panneaux modulaires en béton qui ont été fabriqués, en fait, c'est pour un projet de fabrication de logements sociaux par la société Plurel Novilla. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, ces panneaux ont été récemment, donc je crois il y a à peu près 3 ou 4 mois, ils ont été certifiés par le CSTB. Aujourd'hui, on trouve aussi la fabrication additive dans le génie civil. Autre application, le bioprinting, le vivant, avec une société, une start-up française qui est très en pointe dans le domaine et qui a pour projet, en fait, à partir de cellules souches de patients, de fabriquer, en fait, de la peau pour justement réparer certaines lésions. Et aussi, c'est beaucoup d'autres choses qui se préparent ou qui existent aussi déjà sur la nourriture, l'électronique ou encore des médicaments. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la fabrication additive impacte différents secteurs d'application et multiples aussi au niveau des matériaux. Alors, l'intérêt de la fabrication additive, ça va être de pouvoir, comme j'ai dit au début, de fabriquer directement des pièces à partir des données 3D et donc sans outillage. Donc, on va avoir une notion de flexibilité de production. On l'a vu sur certains exemples aussi, ça va permettre de raccourcir les délais, de réduire le lead time, réduire aussi la supply chain, bien sûr. Et donc, on va aussi optimiser un certain nombre de cycles industriels, réduire les stocks, recréer, c'est aussi beaucoup d'opportunités, par exemple, pour recréer la valeur sur les produits, mais aussi d'attirer des nouvelles compétences. Donc, sont des points qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue industriel. Pardon. Et si on s'intéresse plus spécifiquement aux atouts technologiques de la fabrication additive, sur ces quelques exemples, on le voit ici sur cette pièce que je présenterai plus en détail. C'est des pièces qui sont donc une application, on a un ensemble de pièces qui sont déjà assemblées et fabriquées en même temps. Je vous parlerai tout à l'heure de ces pièces où on a une réduction de masse entre 30 et 50% avec, je dirais, une démarche d'optimisation topologique. Suivant les procédés aussi, on va par exemple pouvoir mettre en œuvre des matériaux qui vont être très difficiles à mettre en œuvre sur des procédés classiques, ici comme du TIAL, ici en faisceau d'électrons. Ça va être la possibilité sur certaines applications d'optimiser le parcours du fluide. Un exemple très industriel ici, ça va être en fait des canaux qui vont en fait traverser une bride qui va permettre en fait une bride d'usinage de plaquettes de coupe en tournage et qui va permettre en fait de favoriser la lubrification haute pression au droit de la coupe et donc de favoriser l'opération de coupe. Autre application ici, un joint tournant qui tourne à plus de 30 000 tours pour l'aéronautique avec une notion de réparation. Donc ça, c'est une application qui avait été développée pour l'IRPA laser. Les multimatériaux, on voit aussi aujourd'hui des nouvelles technologies comme ici le cold spray qui vont permettre sur des outillages de mixer des matériaux durs, des aciers avec des matériaux très conducteurs comme le cuivre. L'optimisation thermique, ici des échangeurs réacteurs de développeurs liquides pour la production d'hydrogène avec des formes extrêmement complexes. Le médical, ici avec donc des implants et des structures lattices qui vont permettre de favoriser la repousse osseuse. Encore dans le médical, ici, la personnalisation de pièces. Donc on voit ici au travers de ces exemples qui sont là uniquement centrés sur des applications métalliques, on voit déjà beaucoup d'avantages fonctionnels
et bien d'autres qui sont encore à découvrir. Alors, un point important dans la fabrication additive, que ce soit métallique, polymère, ou je dirais même sur des process traditionnels, si on veut maîtriser un procédé, il va falloir maîtriser sa chaîne de la valeur. Même si on ne l'intègre pas en interne, dès l'étape de conception, il va falloir intégrer les avantages et les inconvénients des procédés. Donc ici, pour illustrer ça, je vais parler en fait d'une pièce sur laquelle on a travaillé, un pivot qui est ici. À la base, c'est une pièce qui est mécano-soudée ici, qui est en fait une pièce qui intervient en fait dans une machine d'enroulement de câbles métalliques. Et on a cherché en fait, pour des gains d'inertie, à minimiser la masse. Donc avec cette démarche, on a gagné entre 30 et 50% de masse suivant les options de conception prises. Mais je voulais illustrer surtout l'importance de la prise en compte de la chaîne de la valeur sur le design, puisqu'il va falloir, pour arriver à ce résultat, bien connaître les avantages et inconvénients des procédés, des fois utiliser aussi des outils un peu spécifiques, comme ici l'optimisation topologique. Ça pourrait être, comme on l'a vu sur les applications médicales, utiliser aussi des structures lattices. Si on parle de la fluidique, ça va être optimiser des outils d'optimisation fluidique type CFD. Donc, il va falloir à la fois conjuguer le procédé, la connaissance du procédé, et un certain nombre de démarches, d'outils. Autre point important, les matériaux. Le choix des matériaux va conditionner le bon fonctionnement du procédé, mais aussi va conditionner en fait l'obtention des propriétés cibles qu'on va rechercher pour l'application, notamment la microstructure. La préparation, la liée spécifiquement à la fusion laser, dans ce cas-là, où on va avoir à gérer des supports, des stratégies de fabrication, la fabrication en elle-même, de pouvoir gérer le suivi et la maîtrise de ce procédé de fabrication. Les post-traitements, donc déjà le détensionnement, la découpe des supports, l'optimisation de la microstructure avec des post-traitements thermiques. Et puis, lorsqu'on a une pièce comme ça qui est de forme complexe, il va falloir mettre en œuvre des procédés spécifiques pour justement obtenir l'état de surface souhaité. En complément, je dirais, des opérations traditionnelles, parce qu'aussi il va y avoir des reprises d'usinage à faire et qu'il va falloir intégrer dès le départ en fonction des efforts de coupe que l'on aura à gérer sur ces pièces. Et enfin, le contrôle. Donc, c'est un processus de chaîne de la valeur qui est important de maîtriser. Après, vous allez dire, mais oui, mais moi, je ne veux pas forcément intégrer. Mais comme dans tout procédé, par exemple, si vous designez et vous achetez des pièces de fonderie, il est important de connaître ce process pour bien designer au départ et aussi pour maîtriser la sous-traitance et la spécification, en fait, vos spécifications de sous-traitance. Alors, la fabrication additive, quelle réalité ça représente aujourd'hui en termes de marché? Les chiffres qui sont dans cette planche sont issus en fait d'un cabinet américain qui chaque année, cabinet Vollers, qui chaque année édite un livre qui recense un certain nombre de données économiques liées à la fabrication additive. Donc là, ces données sont issues du document qui a été publié l'année dernière. Le nouveau vient de sortir. On voit que si on regarde le chiffre d'affaires lié à la fabrication additive, donc c'est le chiffre de vente de biens et de services liés à ce domaine. En 2019, on était un peu moins à 12 milliards de dollars. Les chiffres qui viennent de sortir indiquent en 2020 12,8 milliards de dollars avec une progression de plus de 7% malgré la crise Covid. Ces dernières années, les progressions étaient plutôt de l'ordre en moyenne à 25%. Donc les perspectives aujourd'hui, elles sont difficiles à connaître, bien sûr pour la suite, mais on voit que c'est un secteur qui est en progression
je dirais, constante. Autre information aussi intéressante, il trace l'évolution des ventes machines. Donc, par exemple, sur les polymères, il distingue deux types de machines, des machines industrielles dont leur coût est supérieur à 5 000 $ et imprimantes 3D, des machines en fait inférieures à 5 000 $. On voit qu'en 2019, il y avait plus de 22 000 machines vendues industrielles avec une progression de près de 15% par rapport à l'année précédente. Et sur les imprimantes 3D, donc ça peut être aussi bien les particuliers que les Fab Labs, etc., ou même dans certains bureaux d'études. Là, la progression est effectivement extrêmement importante, avec plus de 700 000, progression de 20%. Maintenant, si on s'intéresse au métal, sur l'année 2019, il y avait des progressions assez importantes les années précédentes. En 2019, on a plus de 2300 machines. Donc, c'était une progression qui était relativement légère par rapport à l'année précédente, aux années précédentes, qui avait eu de plus fortes progressions. Donc, on va dire une stagnation, mais qu'on verra en termes d'utilisation qui était plus forte, c'est-à-dire en termes de pièces produites. Donc, si on regarde les matériaux, donc, qui sont utilisés sur ces machines, ça représente en fait près de 2 milliards de $ au niveau d'activité, donc avec une hausse assez forte de 28%. Donc, ça veut dire que le parc machine est de plus en plus utilisé. Et si on regarde la partie métal, elle représente en fait aux environs 330 millions de $. Donc, avec une progression importante, même si le nombre de machines vendues était en progression faible sur 2019. Autre aussi point intéressant, en début d'exposé, je vous parlais des différents usages de la fabrication additive. On l'utilise généralement pour commencer sur le maquettage, sur des prototypes. Il recense aussi auprès des prestataires de services les différents usages de la fabrication additive. Et en 2019, la fabrication directe de pièces fonctionnelles, ça représentait 31%. Voilà. Alors, maintenant, si on revient sur la fabrication additive métallique, ici, on a un graphe, alors que je ne vais pas commenter dans le détail, mais qui représente en fait la diversité des procédés et les procédés de fabrication additive métallique. Donc, c'est un graphe qui a été fait par la société AM Power. Donc, ici, on va retrouver à l'extérieur du disque, en fait, l'ensemble des procédés, des principes de fabrication additive. Donc, je ne vais pas tous les commenter parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a une multitude de principes pour fabriquer des pièces métalliques en fabrication additive d'une façon itérative, qui vont utiliser aussi des matériaux de base qui vont être sous formes différentes. Ça va être de la poudre à l'état pulvérulant ou sous forme de pellets ou de filaments incorporés dans un filament avec un feedstock ou dans des encres avec des poudres directement mélangées dans des encres. Ensuite, on va aussi utiliser du fil, donc des plaques ou encore des barres. Donc, une diversité de matériaux, de matériaux utilisés et différents principes qui vont s'appuyer soit sur la fusion de la matière, ici sur les secteurs qui sont rouges, sur des principes de déformation de la matière, ici sur les secteurs en vert, par exemple, ici je vais prendre l'exemple du cold spray qui est plus connu, ou encore ici le principe de consolidation avec du frittage. Et j'y reviendrai après dans la présentation. Et à l'extérieur, on voit ici les différents fournisseurs
qui existent pour chacun des procédés. Donc, on remarque tout de suite qu'on va avoir des procédés qui vont être sur lesquels il va y avoir beaucoup de fournisseurs, comme historiquement le procédé de fabrication additive métallique le plus utilisé, la fusion laser, où il y a beaucoup de fournisseurs. Donc, une variété de procédés, il va falloir évaluer l'intérêt lorsqu'on veut s'intéresser à ce type de procédé, l'intérêt par rapport, j'irais, aux typologies, aux matériaux, aux typologies de pièces que l'on va faire, mais aussi la maturité des procédés. Donc ici, dans ce graphe-là, on voit en abscisse l'indice de maturité et le niveau d'industrialisation par procédé. Donc effectivement, ici, en haut à droite, on a le procédé le plus déployé, la fusion laser. Ensuite, différents procédés qui utilisent de la fusion, soit à partir de poudre ou de fil. Et on voit quelques procédés indirects, donc que je vais parler aujourd'hui, qui arrivent en phase, j'irais, de maturité avancée, avec un début d'industrialisation. Pardon. Donc, aujourd'hui, les technologies de fabrication additive sont déployées avec un certain nombre d'applications. On en a vu certaines, mais on a vu aussi au niveau des chiffres que ces procédés sont, j'irais, développés, mais si on compare la fabrication additive avec le secteur du manufacturing en général, voilà, tout à l'heure, je parlais de 12 milliards de dollars. Ici, on a le manufacturing, donc il y a un rapport 1000 entre les deux. Et selon HP, il y a différents verrous, je dirais, à lever pour arriver, je dirais, à des procédés qui soient beaucoup plus diffusés. Alors, je dirais, et pour nous, le premier, ça va être le coût. Le coût où beaucoup de ces procédés, aujourd'hui, on va avoir des coûts au kilo sortie machine qui vont être de l'ordre de plusieurs centaines ou milliers d'euros le kilo du brut. Donc, on voit bien que par rapport à des procédés traditionnels, il va falloir optimiser ces coûts. La capacité, avoir des équipements, des procédés qui soient capables de travailler correctement en fait en série, et puis d'ouvrir le champ des matériaux. Beaucoup d'applications ont été développées sur des applications à forte valeur ajoutée, des matériaux comme le titane, l'inconel, etc. Et aujourd'hui, les matériaux les plus utilisés dans l'industrie, c'est l'acier, d'une façon générale. Et il y a bien sûr d'autres sujets à accélérer, comme l'adoption de ces procédés avec les règles de conception, bien connaître, savoir comment concevoir, optimiser la supply chain entre, je dirais, les différents fournisseurs de services et les clients finaux. Et puis un point aussi important, d'avoir les standards, les normes qui vont permettre d'aider, d'accompagner en fait les utilisateurs sur une utilisation, on va dire, sécurisée. Alors, si on place quelques procédés de fabrication additive métallique, notamment ceux dont on travaille au CETIM, sur un graphe où on va mettre ici la taille de série et la taille des pièces, on voit qu'il n'y a pas de procédé parfait, hein, et que chacun des procédés vont avoir leur domaine d'utilisation. Comme par exemple ici le WAM, les technologies dérivées du soudage, où on va travailler sur l'ajout de fonctions. On l'a vu tout à l'heure sur l'hélice avec la fabrication de pièces de taille importante. La fusion laser, on va travailler, on aurait pu mettre un troisième axe avec la complexité des pièces, on va pouvoir fabriquer des formes très complexes comme sur ce pivot, sur des tailles de série qui peuvent être assez importantes, hein, moyennes, notamment pour le domaine du médical. Une technologie de dépôt fil plus frittage, qui est une technologie en fait qui va permettre de fabriquer des premières pièces prototypes en métal. Et enfin, la technologie de metal binder jetting,
dédié à des petites pièces de forme complexe, mais qui a le potentiel, en fait, en termes de productivité, on va le voir après, de travailler sur des moyennes et grandes séries. Donc, dans la suite de l'exposé, même si donc, au CETIM, aujourd'hui, on travaille sur l'ensemble des technologies, je vais vous parler plus spécifiquement de cette technologie. Donc, le Metal Binder Jetting, comment ça marche? C'est une technologie lit poudre. On va mettre en couche de la poudre dans une box de fabrication. Et ensuite, on va projeter un liant sur la section des pièces à fabriquer. Voilà, petite vidéo. Donc, suite à cette phase d'impression, on va cuire le liant pour durcir ce liant et de pouvoir dépoudrer les pièces pour pouvoir les récupérer. Donc, à cet état, on a des pièces à verre qui n'ont pas de tenue mécanique. Et ensuite, on va engager en fait un cycle de déliantage. Premièrement, on va brûler le liant, on va extraire le liant. Et ensuite, un cycle de fritage où on va consolider la pièce. Et cette consolidation s'accompagne en fait d'un retrait ici qui est aux alentours de 20%. Donc, on voit ici à gauche la pièce à verre et la pièce fritée. Donc, on est sur cette étape-là de déliantage-fritage similaire en fait à un process traditionnel qui est le mime, où là, on utilise un outillage pour fabriquer les pièces. Alors, quelles sont les opportunités en fait de ce procédé? Donc, c'est déjà le coût. Là, par contre, on compare ici sur ce graphe par rapport à des coûts sur la fusion laser. On a vu un procédé, je dirais, bien répandu, le plus répandu en fabrication additive. Là, les coûts sur des machines monolaser, multilaser, et en fonction du taux de compactage, c'est-à-dire le nombre de pièces que l'on va mettre dans une box, on voit que déjà sur les technologies, ces technologies de Metal Binder Jetting, on va être très vite, très concurrentiel en fait par rapport à ces technologies de fusion laser, je dirais, plus classique. Alors, ceci est lié notamment à la productivité. Les premières machines que l'on a rentrées au CETIM, c'était en 2017, on était à des productivités de 100 cm3 par heure. Aujourd'hui, on a des équipements qui travaillent déjà à 600 cm3 par heure, et les technologies qui sont développées aujourd'hui vont permettre d'aller vers des productivités où on va travailler à plus de 10 litres à l'heure en termes de fabrication de pièces. Donc, à comparer en fusion laser, sur une machine monolaser, on est à 15 cm3 par heure, et lorsqu'on travaille sur des multilasers, suivant les matériaux, les épaisseurs de couche, voilà l'ordre de grandeur à laquelle on peut aller. L'autre intérêt, ça va être les options de conception à différents niveaux. Là, on va pouvoir intégrer des pièces, donc les préassembler, c'est un élément mobile ici sur une pièce. Là aussi, on l'a vu tout à l'heure, les canaux internes, comme d'autres technologies de fabrication additive. On va pouvoir texturer, on le verra tout à l'heure sur l'état de surface qui est relativement homogène. On va pouvoir texturer l'ensemble de la pièce, donc ça peut être intéressant pour certaines applications. Et lever aussi les verrous sur la géométrie de certaines pièces. Par exemple, en fusion laser, c'est assez compliqué, sans mettre de support, de fabriquer ce type de pièces sur des roues avec flasque inférieure, supérieure. L'état de surface, ici vous avez les ordres de grandeur de l'état de surface. Ce qui est intéressant par rapport à d'autres procédés, c'est qu'on va avoir un état de surface qui va être relativement homogène, c'est-à-dire sur l'ensemble des surfaces. Sur d'autres procédés comme la fusion laser, à partir d'un certain nombre, on va devoir mettre des supports de fabrication. Et on voit qu'on est déjà très faible en état de surface et relativement homogène, donc ça va aussi favoriser la bonne réalisation en fait, des opérations de finition.
Et un point aussi important, alors c'est une technologie qui se développe, je dirais, depuis quelques années, mais en termes de matériaux, le potentiel est très important. Tout à l'heure, je faisais une analogie avec le MIM au niveau du principe. Si on regarde le portfolio de matériaux disponibles aujourd'hui en MIM, voilà, il est très important. On va avoir tout type de matériaux et des matériaux qu'on va avoir du mal aussi à réaliser en fait dans des procédés où on va utiliser de la fusion, donc pour des problématiques de soudabilité. Et aujourd'hui, voilà les matériaux qu'on dispose aujourd'hui, mais demain, le potentiel, il est aussi là. Donc, c'est aussi des opportunités futures en termes de matériaux. Alors, quelles sont les propriétés? Là, je donnerai juste un exemple sur un acier inox 17 LPH. Ici, vous avez des propriétés mécaniques que l'on a caractérisées au CETIM suivant différents traitements thermiques, qu'on compare ici à des propriétés de MIM. Donc au standard du MIM, et on voit que globalement, donc on a des équivalences, hein. On a des propriétés mécaniques qui sont similaires, voire supérieures à celles que l'on peut retrouver dans le MIM. Alors, un exemple d'application ici, c'est qui est assez marquant. Qui sont aussi importants. Donc, on a travaillé sur gérer l'optimisation du design. Ça, c'était les premières versions travaillées où on pouvait mettre 420 pièces dans une box, mais on n'arrivait pas au target du prix de revient. En optimisant, et justement pour optimiser le nesting, l'imbrication en fait, des pièces les unes sur les autres, pour augmenter le nombre de pièces par box. Donc, on a modifié le design pour atteindre en fait 840 pièces par box. Donc, ça a permis d'atteindre le coût objectif avec un prix de revient voilà, qui tourne autour des 5 € ici sur cette pièce. Donc, c'est quand même, je dirais, une application qui est marquante. Alors, derrière, il y a aussi pas mal de perspectives pour optimiser les productivités, les coûts. Au CETIM, donc, on dispose d'un parc machine, je dirais, avec des machines très récentes qu'on va retrouver ici, et notamment les deux dernières machines Shop et P1 de la société Desktop Metal, qui permettent aujourd'hui sur cette machine Shop d'atteindre des productivités de 600 cm3 par heure. Et puis aussi, je vous disais tout à l'heure, les perspectives à venir, c'est d'arriver à des productivités encore plus importantes. Et ici, c'est dans les machines de Desktop Metal, c'est une machine qui s'appelle Production et qui, dans le futur, permettra sûrement de dépasser les 10 litres par heure en termes de productivité. Donc là, on la voit gérer en fonctionnement. Et donc, pour pouvoir travailler à cette perspective, on a intégré en début d'année, donc c'est une première en Europe, cette machine qui est en fait la miniature de la machine qu'on vient de voir en fonctionnement, qui permet en fait de développer les applications avant de travailler direct, de mettre en production sur une machine beaucoup plus importante et aussi de développer des matériaux spécifiques. Donc là, on travaille sur des volumes. La machine que vous avez vue en fonctionnement, c'est une machine qui fait 50 litres. Ici, on est sur moins d'1 litre, avec aussi les protections gazeuses, une machine qui est monitorée et qui va permettre en fait de développer les applications des clients avant de partir en production. Alors, si on parle maintenant d'intégration de la fabrication additive, c'est un processus qui est souvent relativement long. Hein, donc,
De notre côté, au niveau du CETIM, on accompagne beaucoup d'entreprises sur ce sujet-là. Il y a généralement une première phase de découverte. Cette phase de découverte, elle se fait à différents niveaux. Ça va être au travers de l'achat de prototypes ou l'intégration de petites imprimantes 3D dans les BE, etc. Ou l'utilisation de Fab Lab. C'est aussi la formation. Ou alors, et souvent ça va plus vite comme ça, c'est favoriser l'usage justement au travers de projets d'entreprise. Après, il y a une autre étape qui est souvent l'identification en fait, des applications. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Dans certains cas, on peut identifier, je dirais, assez rapidement des potentiels par rapport aux avantages que j'évoquais tout à l'heure, hein, de réduction de masse, gestion des fluides, etc. Mais dans certains cas, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est un processus qui est itératif. Des outils peuvent aider et souvent, lorsque la fabrication additive, on arrive à exploiter le potentiel de la fabrication additive, c'est lorsqu'on repart d'une feuille blanche en termes de conception et que l'on va reprendre, en fait, travailler sur le cahier des charges fonctionnelles. Puis ça va demander aussi, il faut en être conscient aussi, des essais, des erreurs. Après, le développement, j'ai insisté dans la présentation tout à l'heure sur le design et d'avoir un design qui soit en adéquation avec les avantages et inconvénients du procédé avec différents outils. Là aussi, la formation est importante. La prise en compte des matériaux et procédés, ça c'est quelle que soit, je dirais, famille de procédés, que ce soit métal ou polymère. Et puis aussi, bien sûr, l'aspect économique. Après, sur l'aspect fabrication, peut se poser la question de l'intégration ou de l'externalisation, la sous-traitance en fait en fabrication additive. Là aussi, les compétences sont importantes. La formation, alors aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus d'organismes ou d'écoles qui intègrent des formations sur la fabrication additive et de bien prendre en compte le process global au niveau de la chaîne de valeur et pas uniquement le procédé en lui-même, mais aussi bien les post-traitements jusqu'au contrôle des pièces. Sans oublier que généralement, lorsqu'on parle de fabrication additive et fabrication directe, c'est pour fabriquer des pièces qui vont répondre à un cahier des charges donné. Donc, il y a une phase de qualification qui est plus ou moins importante en fonction, je dirais, du niveau de criticité de l'application. Et pour cela, on va pouvoir s'appuyer aussi sur des normes. Et donc, sur le futur aussi, parce que, comme on l'a vu, c'est un foisonnement de procédés qui ont des niveaux de maturité différents. Et il va falloir être à l'affût aussi par rapport à l'évolution de ces procédés. Et tout ça, lorsque le projet impacte, je dirais en profondeur, les produits de la société, c'est forcément un déploiement qui doit se faire sur toutes les couches de l'entreprise, aussi bien au niveau marketing, pas seulement au niveau bureau des méthodes, mais aussi sur les autres fonctions, soit commercial, marketing, etc. Alors, comme j'ai dit, quelques mots de conclusion sur des points sur lesquels je voudrais insister. Donc, on a vu pour le métal, il y a beaucoup d'opportunités en termes de possibilités techniques. Pour élargir le terrain de jeu de ces procédés, il va falloir réduire les coûts. Donc, les fabricants de machines y travaillent aujourd'hui, aussi sur les fabricants de poudre. Un point important, la conception adaptée au procédé, donc avec, je dirais, la formation à mettre en place, l'essai-erreur pour bien apprendre à utiliser ces procédés, de considérer aussi, pas seulement le procédé, mais toute la chaîne de la valeur. Un point aussi important, la maîtrise des matériaux, ça va être vrai dans tout type de matériaux, que ce soit métal ou polymère. Et puis, il ne faut pas hésiter à se lancer à faire des premiers essais, premiers pas.
Alors, juste avant de terminer, je voudrais dire quelques mots, puisqu'aujourd'hui, donc on est en région Rhône-Alpes, dire quelques mots en fait de ce cluster qui est en fait Initiative 3D qui regroupe ici en Rhône-Alpes, je dirais les acteurs académiques et centres techniques de la fabrication additive, qui sont en fait qui est piloté en fait par le pôle de compétitivité CIM, donc qui va regrouper 6 centres techniques, donc bien sûr le CITIM, et aussi des partenaires académiques. Donc voilà, ça représente en fait, si on cumule l'ensemble des forces en présence, ça représente plus de 100 ETP sur ces différentes structures. Avec 9 plateformes procédés, fusion laser, EBM, metal binder jetting, dépôt, poudre et du WAM, et sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, de la conception jusqu'à la caractérisation. Aussi, donc, pour animer ces filières, on est organisé en fait des groupes de travail par thématique industrielle, que ce soit l'aéronautique, le médical, l'énergie, l'outillage, le luxe, les machines. Et vous retrouverez ici sur cette planche en fait le référent associé à chaque thématique. Donc le point d'entrée sur le cluster SIM, l'initiative 3D, donc ça va être Franck Simon du pôle de compétitivité SIM. Voilà, je vous remercie de votre attention. Super. On a plusieurs questions sur le chat. Déjà, il y a Jean-Landry de Vika qui vous demande, est-ce que vous travaillez aussi au couplage de robots d'assemblage avec les outils de fabrication additive? Alors, aujourd'hui, non, pas directement au niveau de l'assemblage, mais on a une activité, en tout cas, côté CETIM, où on travaille sur la partie robotique. On travaille sur aussi l'automatisation en fait du procédé. On parlait tout à l'heure du metal binder jetting. Aujourd'hui, on a des projets pour, j'irais, automatiser et donc mettre en place potentiellement en fait aussi des robots pour automatiser en fait les différentes étapes du process et notamment celles qui consomment beaucoup de temps. Voilà. Très bien. On a Alexia qui nous pose la question suivante, qui est un petit peu longue. Pour le MBJ après filage, il reste une porosité au sein de la structure mécanique qui, d'après ce que j'ai lu, rend les pièces peu résistantes à la fatigue et à des efforts mécaniques importants, rendant cette technologie peu adaptée à l'utilisation pour des pièces mécaniques. Qu'en pensez-vous? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, le metal binder jetting, c'est un procédé de métallurgie des poudres, donc qui utilise le frittage. Aujourd'hui, la métallurgie des poudres est utilisée couramment. Par exemple, dans vos voitures, vous avez des pièces de métallurgie des poudres qui sont compactées, fritées, moyeux de synchronisation, par exemple. Donc, c'est des pièces qui sont sollicitées. Le tout, c'est la maîtrise et le dimensionnement. C'est-à-dire que quand vous connaissez le matériau, vous allez dimensionner le produit en conséquence. Donc, ça, c'est pour, je dirais, la partie réponse par rapport aux sollicitations mécaniques. Effectivement, dans ces procédés, on a de la porosité résiduelle qui est environ de 2%, mais ça se travaille, et ça se travaille depuis longtemps, puisque la métallurgie des poudres a 50 ans et est largement diffusée dans l'industrie mécanique. Maintenant, dans la question, il y a un deuxième point, c'est la tenue en fatigue. Effectivement, les porosités peuvent affecter la tenue en fatigue. Donc aujourd'hui, on est en train de mener une étude assez poussée sur ce sujet-là. Et pour optimiser en fait la tenue en fatigue, on va travailler
sur des opérations de post-traitement comme du HIP. Donc le HIP, c'est en fait, on va mettre en température la pièce à des pressions qui vont être élevées, au-delà de 1000 bars, pour refermer ses porosités et donc d'améliorer son comportement en fatigue. Voilà. Donc effectivement, souvent il y a un a priori qui est, lorsqu'on parle de porosité, il y a un a priori, mais ce qu'il faut savoir, c'est voilà, ces pièces sont, ce type de pièce est utilisé, je dirais, d'une façon similaire via d'autres procédés de métallurgie des poudres et dans le domaine de la mécanique. Merci pour cette réponse. Karine Claude-Fiquet, donc du centre formation Greta CFA Lyon Métropole, si je ne me trompe pas, nous demande quelles sont les compétences nécessaires ou les métiers émergents engendrés par ces évolutions technologiques. Alors oui, effectivement, il y a un gros enjeu de formation. Il y a beaucoup d'acteurs de la formation qui l'ont compris et qui mettent en place des formations. Et comme j'ai essayé de le dire pendant la présentation, il y a différents niveaux. Il y a déjà au niveau de la conception, maîtriser en fait les outils de conception. Il va y avoir des métiers liés à la préparation aussi des machines, donc des pilotes de machines donc, qui vont devoir traiter, par exemple, prendre en compte les problématiques de traitement de poudre, de mise en œuvre sur machine. Donc, on va avoir des métiers, des compétences spécifiques qui vont être demandées et à différents niveaux. Donc, aussi bien à des niveaux de techniciens, mais aussi des niveaux d'ingénieurs lorsqu'on va devoir travailler sur l'optimisation des procédés, des applications sensibles, etc. Et les acteurs de la filière fabrication additive s'organisent aujourd'hui justement pour mettre en place ces formations. Très bien. Et enfin, Alexia, qui nous demande, par rapport à la fabrication de petites séries en MBJ, la déformation des pièces en sortie de four est-elle identique pour toutes les pièces d'un même lot? Oui, alors ça c'est un sujet effectivement sur lequel on travaille, ça va être la notion de capabilité. Capabilité du procédé. Alors oui, la déformation va s'opérer, on va dire, de la même façon. Maintenant, ça va être les intervalles de tolérance qui vont être, je dirais, accalés, qui seront liés au procédé et qu'il faudra voir s'ils sont compatibles avec l'application. Mais oui, on va avoir, je dirais, dans une certaine mesure, une répétabilité, comme tout procédé de fabrication. Et là, pour faire une analogie aussi encore à des procédés qui sont plus connus, ces déformations aujourd'hui sont maîtrisées dans le domaine du MIM. Le MIM, aujourd'hui, le Metal Binder Jetting et le MIM ont un process similaire. En MIM, on vient injecter un feedstock dans un moule qui ensuite, la pièce est ensuite déliantée, fritée. Et aujourd'hui, on maîtrise donc ce retrait en MIM. Aujourd'hui, on trouve des pièces dans vos smartphones, dans le domaine du luxe ou des domaines de la mécanique qui sont fabriqués en MIM. Voilà. Très bien, merci. Très bien. Merci à tous. Merci de m'avoir invité à cette présentation. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Cette conférence nous aura appris qu'il y a plein de procédés et plein de techniques différentes en impression 3D. Moi-même, j'ai été surprise de voir qu'on peut faire des pièces à la fois des petites brosses de mascara jusqu'aux hélices de bateau. Donc, merci beaucoup. Le replay donc, sera publié sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Je vous enverrai également un lien pour le visionner par mail. La prochaine conférence déjeuner sera menée par Charlotte Spar. Elle aura lieu le 15 avril et elle concernera les entretiens individuels vus comme levier de collaboration. Je vous invite à vous inscrire. Les liens d'inscription sont visibles sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci beaucoup et passez une très bonne journée.